Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vous propose d'attendre encore 4-5 minutes avant de commencer le webinaire, histoire que tout le monde puisse se connecter. On attend une vingtaine de personnes normalement. D'ici 3-4 minutes, on va commencer. Merci. Oui, bonjour madame. Oui, 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 c'est ça. D'accord, ok, alors c'est peut-être mon père qui a dû commander ça. Il vous a commandé quoi du Togado? La descente. D'accord, ouais, d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que je peux vous laisser l'appeler directement? Parce que je sais pas, vu que c'est lui qui a passé la commande, non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est mon numéro qui était là. Mais comme ça va être plus simple, parce que je sais pas exactement comment c'est organisé. Donc, je peux vous laisser le numéro, c'est 02 33 39 20 17. Bah, il n'y a pas de quoi, bonne journée. Au revoir. Bien. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer le webinaire de présentation de l'étude que va mener le parc là sur le développement de l'agriculture biologique sur son territoire. Donc tout d'abord, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent.
Là, on est 17 personnes. Normalement, on en attend une vingtaine. Euh, du coup, donc, alors moi, je suis Wesley Riochet, le chargé de mission agriculture et environnement au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, et je suis en charge du suivi de cette étude qu'on va mener là dans les prochains mois. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est pour faciliter un petit peu le flux et puis la bonne tenue de ce webinaire, c'est d'éteindre vos micros de préférence et vos caméras pour éviter d'encombrer un petit peu le réseau. Alors, je vous rappelle du coup que ce webinaire est enregistré. Il sera du coup disponible pour être revu au cas où par la suite, et notamment pour les partenaires qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Voilà. Alors, si jamais il y a des questions, il y aura des temps de prise de parole ou plutôt d'échange via le chat. L'idée, c'est plutôt de prioriser les questions via le chat. Donc, c'est la petite bulle là que vous avez normalement sur votre écran pour éviter des prises de parole qui seraient un petit peu confuses. Alors, du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, et pendant que je commencerai la présentation, c'est, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse se connaître un petit peu tous, de présenter un petit peu en quelques mots dans le chat qui vous êtes, donc nom, prénom et la structure que vous représentez. Comme ça, on aura un petit peu une idée de qui est présent autour de la table là aujourd'hui. Donc vraiment essayer de privilégier le chat le plus possible. Voilà, donc normalement, Monsieur Claude Taleb, donc qui est élu à la région et membre du bureau syndical du parc des Boucles de la Seine normande, devait introduire la session. Il est retenu par ailleurs, donc il s'en excuse. Il aurait bien aimé être présent, mais malheureusement c'est pas possible pour lui aujourd'hui. Voilà, donc la présentation va se décliner en deux grandes parties. Je vais commencer par contextualiser un petit peu l'étude et, et présenter le parc pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et puis dans un deuxième temps, donc François Paillard, qui est donc à mes côtés là dans la pièce, va présenter lui plus spécifiquement l'étude en tant que telle. Alors voilà, donc normalement vous devez voir apparaître les premières diapos. On me fait signe que ça marche, donc c'est parfait. Euh, donc du coup, en guise d'introduction, une petite présentation rapide du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Donc il s'agit d'une collectivité territoriale sous la forme d'un syndicat mixte, c'est-à-dire que c'est une collectivité territoriale qui regroupe plusieurs autres collectivités, donc la région Normandie, les deux départements Seine-Maritime et Eure, et les différentes EPCI qui sont sur son territoire. Donc il y en a 7 sur le territoire du parc. Le Havre Seine Métropole, Caux-Seine Agglo, communauté de communes Yvetot Normandie, la métropole Rouen Normandie, la communauté de communes Roumois Seine, la communauté de communes Pont-de-Mer Val de Ril et la communauté de communes Pays Donfleur Beuzeville. Euh, et l'ensemble des communes qui constituent le parc font aussi partie du syndicat mixte. Donc il y en a 75. Le territoire en fait s'étend des portes du Havre à l'ouest et à l'est va jusqu'aux portes de Rouen. Donc c'est l'ensemble en fait entre ces deux grands pôles urbains avec ce qui les caractérise, donc les boucles de la Seine qui le parcours d'est en ouest. Et au nord, on a la commune d'Yvetot qui en fait la limite, et au sud, la commune de Pont-de-Mer et de Bourrachard. Donc le territoire s'étend sur à peu près 80, un petit peu moins de 90 000 hectares, et le syndicat mixte a été créé en 1974. D'abord, sous le nom du parc naturel régional de Bretonne.
et puis qui est devenu donc au fil des années le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Voilà, donc c'est un territoire qui est constitué d'un peu plus de 100 000 habitants. En termes agricoles, pour vous présenter un petit peu le contexte agricole, euh, donc la surface agricole qui a été déclarée à la PAC en 2018 s'élevait à un peu plus de 42 000 hectares. Euh, ça représente un petit peu moins de 50% de la surface totale du PNR. On a une grande prédominance de l'élevage bovin, que ce soit l'élevage bovin viande ou l'élevage bovin lait, surtout dans les vallées, donc la vallée de la Seine et la vallée de la Rille. On a aussi une forte orientation sur les grandes cultures, avec beaucoup de blé notamment, et un développement de la pomme de terre et du lin, surtout sur les plateaux. Donc au nord le plateau de Caux, et au sud le plateau du Roum. On a deux boucles, la boucle de Jumièges et la boucle d'Anneville-en-Bourville, qui sont spécialisées dans l'arboriculture, donc ce qui nous fait une petite une spécialité locale, avec la culture de pommiers notamment. Et d'une manière générale, les exploitations sont de taille relativement moyenne, avec une taille une cinquantaine d'hectares environ. Euh, alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai des remarques, sur un grésillement. Est-ce que mes paroles sont quand même compréhensibles ou c'est compliqué? Bon, on va essayer. Je vais essayer de me rapprocher du micro et on va voir ce que ça donne. Alors bon, en termes d'agriculture biologique, on a environ 1200 hectares là en 2020 qui sont en bio ou en conversion bio. Ça représente environ 2,8 à 3% de la surface agricole utile. Donc par rapport à la moyenne nationale, on est quand même bien en dessous de la moyenne nationale. On est un petit peu dans la moyenne de la Haute-Normandie. Euh, voilà. Alors, comment fonctionne un parc naturel régional? Donc, les missions d'un parc sont définies par le Code de l'environnement. Il a plusieurs missions qui sont officielles, du coup, de protéger les paysages et patrimoines naturels et culturels, contribuer à l'aménagement du territoire, contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de vie pour les habitants de son territoire, contribuer à l'accueil, l'éducation et l'information du public, et puis réaliser des actions d'expérimentation et d'innovation qui soient exemplaires, notamment dans tout ce que je viens d'évoquer précédemment. Donc on a une cinquantaine d'agents au parc qui travaillent sur différents domaines, donc la culture, le patrimoine, la biodiversité, le développement économique, la forêt, et on est deux à travailler sur l'agriculture et l'alimentation. Et d'une manière générale, le parc a plutôt un rôle d'animateur, de coordination en fait, pour aider les projets à se monter et à se concrétiser. Et donc on est là pour chercher des solutions et des financements et mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour faire avancer ces projets. Alors, les grandes orientations du parc, d'une manière générale, de tous les parcs naturels régionaux, sont définies dans une charte de territoire qui est signée par l'ensemble des collectivités locales et certains partenaires. Dans le cas du parc naturel régional des Bouches de la Seine normande, la charte donc, qui a été signée en 2013 et qui s'étend jusqu'en 2028 a trois ambitions principales. La première ambition, c'est d'être garant des équilibres donc dans un territoire qui soit riche et respectueux de ses paysages, de sa biodiversité et de ses patrimoines naturels et culturels.
Une deuxième ambition qui est de coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire. Donc l'étude sur le développement de l'agriculture biologique s'inscrit plutôt dans cette ambition 2. Et une troisième ambition qui est de tisser des liens entre les habitants et leur territoire en construisant un sentiment d'appartenance et une culture commune. Donc les missions agriculture et alimentation se déclinent plutôt dans les ambitions 1 et 2. D'un point de vue plus concret, les actions qui sont menées sur le volet agriculture et alimentation par le parc depuis déjà de nombreuses années se déclinent de différentes manières. Il y a un gros travail sur la préservation des prairies permanentes, en lien notamment avec la protection de la biodiversité et le maintien de l'élevage extensif, notamment à travers la mise en œuvre des mesures agro-environnementales ou du concours des pratiques agroécologiques, prairies et parcours. D'une manière plus globale et en partenariat avec le Havre Seine Métropole et Rouen Normandie Métropole, on a mené un travail là en début d'année, début 2020, sur une prospective de l'agriculture et de l'alimentation à l'horizon 2050. Donc par la déclinaison locale du scénario After 2050. Donc c'est un travail qui a été mené en partenariat avec Solagro. Et l'objectif, c'était en fait de réfléchir collectivement à ce que pourra être l'agriculture et l'alimentation à l'horizon 2050. Donc s'interroger en fait de façon collective avec différents membres de structures partenaires qui étaient présentes sur ce que sera l'assiette des habitants du territoire et ce que sera le paysage agricole d'ici 2050. Donc on a réfléchi en fait à des priorités, à des grands objectifs euh, qui nous serviront de plus ou moins de feuille de route à l'avenir. On a aussi un travail de développement et de valorisation des filières agricoles, notamment la filière du canard de Duclair, la filière des fruits, donc avec la spécificité des deux boucles très arboricoles, et un travail également qui est mené sur les abeilles noires. On effectue également un travail de valorisation des producteurs en vente directe, avec l'édition d'un guide des producteurs et un travail de mise en réseau des acteurs de la transition agroécologique. Et enfin, on mène un travail avec certaines communes du territoire sur la restauration collective et l'inclusion de produits locaux et bio euh, auprès des cantines scolaires. Alors pour ce qui est de l'agriculture biologique en tant que telle, donc la charte du parc possède un objectif très précis, voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le cadre de la charte, qu'à l'horizon 2028, l'objectif est de passer de 0,6% de la surface agricole qui était en agriculture biologique en 2009 à 6% en 2028. Donc de multiplier par 10 la surface en agriculture biologique. On est aujourd'hui déjà à quasiment 3%, donc il y a déjà une belle évolution, mais encore un travail à mener pour aller encore plus loin. Et surtout, donc, je vous parlais tout à l'heure du travail de prospective agricole et alimentaire avec la déclinaison du scénario After 2050. Un des grands objectifs qui a été, qui est ressorti de ces travaux de réflexion, c'est d'avoir en 2050 45% de la surface agricole qui soit en agriculture biologique ou en conversion à l'agriculture biologique. Donc là encore, un objectif qui est ambitieux, qui paraît ambitieux comme ça,
mais qui n'est pas irréaliste et surtout qui permettra d'atteindre la neutralité carbone en combinaison avec d'autres actions à l'horizon 2050. Donc c'est face à ces différents objectifs qu'on a choisi de lancer une étude stratégique pour le développement de l'agriculture biologique donc en 2020 qui va s'étaler là dans les prochains mois. Et donc c'est une étude qui est financée par la DRAF Normandie dans le cadre d'un appel à projet d'animation agriculture biologique pour lequel le parc a répondu en début d'année 2020. Et la conduite technique de l'étude a été octroyée à l'association Bio en Normandie. Donc François Paillard de l'association va vous présenter un petit peu tout ça par la suite. Donc voilà un petit peu en guise d'introduction et de contextualisation. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même des petits soucis. J'espère que ça va pas trop être problématique pour la suite. Euh, donc d'ores et déjà, est-ce que vous avez quelques questions par rapport à cette introduction? Si vous en avez, surtout n'hésitez pas à les soumettre dans le chat, qu'on en fasse la liste et puis qu'on puisse prendre un petit temps pour y répondre si besoin. Alors, je vois qu'il y a une question, effectivement, la communauté urbaine du Havre a, a un projet également de ce type d'études dans le cadre de ses missions de préservation de la qualité de l'eau. On est en contact avec eux, étant donné qu'il y a notamment un territoire qui recoupe à la fois leur territoire à eux et le territoire du parc, donc pour éviter qu'il y ait des doublons. Mais effectivement, on a contact avec cette structure pour pas qu'il y ait des doubles emplois, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on bascule sur la suite et sur la présentation de l'étude par François Paillard. Euh, voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente François Paillard. Je travaille donc pour Bio en Normandie. Bio en Normandie, c'est l'association régionale des producteurs bio, donc une structure à dimension régionale euh, avec, on peut dire, quatre grandes missions principales. Je vous les liste rapidement. Une première mission d'accompagnement des producteurs bio et conventionnels vers la transition agricole. Une deuxième mission de structuration et d'émergence de filières. Une troisième mission d'accompagnement des territoires et des collectivités dans la transition agricole et alimentaire. Et enfin, une dernière mission sur la promotion des produits bio et locaux, évidemment. Nous sommes donc rattachés à la Fédération nationale d'agriculture biologique avec un projet politique qui s'articule au-delà en fait du label bio. On défend pas qu'un label, nous. On
défend vraiment un projet de société basé notamment sur des valeurs environnementales, sur une économie équitable et sur une société humaniste. Voilà pour ce petit temps d'introduction de la structure. Donc, concernant l'étude, si le diapo veut bien fonctionner. Voilà. Donc en fait, c'est une étude qu'on va réaliser en deux volets. Un premier volet, on va dire assez classique, et un second volet un peu plus innovant. Donc le premier volet, donc ce sera en fait un état des lieux de l'agriculture bio sur le territoire du PNR. Donc on le fera en deux étapes. Tout d'abord, une première étape via des enquêtes téléphoniques avec les producteurs bio en conversion, avec pour objectif donc de récolter quelques données quantitatives sur les fermes bio. Donc j'ai listé dans le diaporama les différentes données qu'on recueillera auprès des producteurs. Donc voilà, des données voilà, de manière assez classique qui tournent autour de la technique, de la commercialisation. Et on a également ajouté des données un peu plus conjoncturelles qui touchent forcément à l'impact du confinement. Euh, voilà, c'est d'actualité. Et le réchauffement climatique également, avec pour commencer à estimer les conséquences directes auprès des producteurs. Et donc, aujourd'hui, on a identifié environ 28 fermes sur le territoire du PNR, donc qui sont soit certifiées ou en conversion. Donc, les fermes en conversion seront également sollicitées pour participer aux entretiens téléphoniques. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on va utiliser en fait une grille d'analyse qui a été élaborée donc par la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc c'est la grille d'analyse des territoires qui a été construite donc en 2008 avec l'implication de nombreux partenaires qui sont assez différents. On a des organismes de recherche, on a des ministères, on a des structures agricoles. Enfin voilà, il y avait une belle diversité dans les différents partenaires, avec pour objectif en fait d'identifier sur un territoire quelles vont être les particularités de ce territoire qui vont nous permettre d'agir au développement de l'agriculture biologique. Et donc parmi les objectifs un peu plus opérationnels, donc c'est un outil, un OAD comme on appelle, donc d'aide à la décision, pour identifier à la fois les freins techniques, financiers pour le vis-à-vis du développement de la bio. C'est un outil également de comment dire de sous-détermination du territoire d'action, c'est-à-dire que peut-être qu'au sein du PNR, on verra qu'il y a plusieurs territoires qui peuvent être plus stratégiques que d'autres. Et enfin, c'est évidemment un outil de mobilisation, puisque tous les partenaires seront invités évidemment à émettre un avis sur la grille d'analyse. Donc en fait, cette grille, elle se décompose en trois grands axes qui se répartissent en fait sur toute la filière agricole et alimentaire. Le premier axe, donc on va se concentrer sur le potentiel de production bio. Donc dans cet axe, en fait, en dessous, il y a différents indicateurs qui vont nous permettre justement d'aller chercher de l'info et d'aller récolter de l'information. Donc on va regarder les modes de production actuels, on va regarder les démarches qui sont menées par les agriculteurs sur la transition, on va regarder les moyens techniques et financiers qui existent sur le territoire à destination des agriculteurs. Donc voilà, tout un tas de critères qui vont nous permettre d'estimer un peu le potentiel de production bio sur le territoire. Ensuite, on a un deuxième axe qui du coup se concentre sur l'aval de la filière avec la question des débouchés bio. Donc on va analyser la consommation actuelle de produits bio et on va également regarder les différents circuits de commercialisation, à la fois les circuits courts, mais évidemment les circuits longs. Voilà, l'idée c'est vraiment d'englober tous les circuits et de pas en oublier. Et enfin sur le dernier axe, on va analyser, on va prendre un peu de recul pour analyser un peu la position des acteurs publics et privés sur la transition agricole. Voilà,
voilà, est-ce qu'il y a des politiques qui sont déjà mises en place? On va par exemple s'intéresser aux projets alimentaires, on va s'intéresser au plan climat. Voilà, quelle orientation euh, sont prises par ces différents acteurs sur le territoire. Et donc l'idée de la grille d'analyse, donc c'est vraiment d'être dans une démarche ascendante. Ça veut dire qu'on va partir vraiment des acteurs du terrain pour recueillir toutes ces données. Donc, si vous le voulez bien, vous serez évidemment sollicité en fonction de vos compétences pour participer à la récolte des informations. Et nous, après, on fera le travail de synthèse et de recensement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange en fait d'éléments à la fois assez objectifs et d'éléments subjectifs qui vont nous permettre d'amener de la matière et un regard un peu plus intéressant sur ce qui se passe sur le territoire. Donc voilà, les deux étapes qui vont nous permettre de construire un peu l'état des lieux de l'agriculture biologique sur le territoire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première... Alors oui, je vois qu'il y a une question sur la distinction entre certifié et en conversion. Oui, on a l'info. Tout simplement, en fait, on se base sur la date d'engagement. Et donc, ça nous permet de savoir, en analysant le certificat, si le producteur est en bio ou en conversion. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Et sur la deuxième question, est-ce qu'une filière bois bocage énergie va être évoquée auprès des agriculteurs? Pas à ma connaissance, mais ça peut peut-être faire partie des éléments qui peuvent, euh, qui peuvent être mentionnés en tout cas dans la grille d'analyse, des éléments à mettre en avant autour de la sensibilisation et des agriculteurs vis-à-vis de l'environnement de manière générale. Et sur les 28 en bio, combien sont en conversion? Alors ça, je sais pas, j'ai pas l'info aujourd'hui. On n'a pas encore fait le distinguo entre les certifiés et les bio, mais c'est une info qu'on pourra mettre dans le compte rendu sans problème. Et sur la question des producteurs conventionnels, eh ben voilà, j'y viens. C'est parfait, ça fait la transition avec le deuxième volet. Donc c'est un volet donc là qui est un peu plus innovant, où l'idée là c'est la commande du parc, c'était d'avoir une étude d'orientation stratégique qui vise à favoriser les conversions. Et donc pour ce travail-là, on va se baser donc sur l'outil pour l'adaptation à l'agriculture opale. Pardon, on va se baser sur l'outil pour l'adaptation à l'agriculture locale, plus connu sous le nom de méthode opale. Donc je vous ai rappelé dans la première diapo un peu l'historique de cet outil parce que c'est intéressant de savoir le pourquoi de la création. En fait, il faut remonter à 2015. L'agence de l'eau Loire-Bretagne a missionné Bio Nouvelle-Aquitaine, donc qui fait partie également du réseau bio, pour travailler sur l'efficacité des politiques publiques locales qui mettaient en avant le développement de l'agriculture biologique. Parce qu'on s'est rendu compte que sur des territoires identiques, les mêmes politiques publiques étaient mises en place et les résultats étaient différents. Sur certains territoires, il y avait beaucoup de conversions et sur d'autres, pas du tout. Donc on s'est demandé voilà, quels pouvaient être les facteurs qui agissaient dans la mise en œuvre et dans l'appropriation de ces politiques publiques. Et donc c'est Marie Buard donc, qui a réalisé un mémoire, donc qui est aujourd'hui salarié de Bio Nouvelle-Aquitaine, sur justement les conditions d'application favorables pour le développement de l'agriculture biologique. Et l'objectif du mémoire, c'était de fournir un outil qui permettait donc de mieux appréhender les besoins et les enjeux du territoire, d'identifier les producteurs via un profilage en fait pour évaluer le développement de l'AB en fonction des profils. Et enfin, après la connaissance des profils, de réfléchir collectivement à des scénarios et à des plans d'action qui permettront le développement de l'agriculture biologique. Et donc, Marie Buard, donc, pour construire son mémoire, elle est partie du postulat suivant, c'est que tous les agriculteurs sont potentiellement enclins à s'intéresser à la baie ou à une évolution de leur système, mais tous n'emprunteront pas le même chemin, pour X raisons qu'on aura le temps d'évoquer tout à l'heure.
Donc en fait, cet outil, c'est une prise en compte à la fois des éléments objectifs, donc ça c'est ce qui se faisait de manière assez traditionnelle, sur les leviers et les freins à la fois techniques et économiques, mais c'est aussi, et c'est là la grande innovation de cet outil, c'est la prise en compte d'éléments subjectifs, à savoir tout ce qui va guider en fait les choix de l'agriculteur dans la prise de décision. Parce qu'au final, euh, la politique publique va juste inciter l'agriculteur à prendre telle ou telle décision. C'est l'agriculteur qui a le dernier mot. Donc, euh, donc voilà l'innovation de cet outil. Et je précise pour dire qu'en fait, elle s'est inspirée des travaux de Vincent Lagarde, donc qui lui a travaillé sur pareil, une typologie des profils adaptés au monde de l'entreprise. Donc elle l'a adapté au monde agricole. Donc là, vous avez le tableau en fait des déterminants qui vont influencer de manière positive ou négative en fait les producteurs. À savoir qu'on va analyser en fait le profil via deux axes. Un premier axe qu'on nomme tendance personnelle. Donc, est-ce que l'agriculteur est plutôt dans une logique prudente ou dans une logique entreprenante? Et le deuxième axe, c'est l'insertion territoriale. Et on parle également d'insertion patrimoniale. Et donc là, on va la considérer soit faible, soit forte. Et quand on combine en fait ces deux axes, on va se retrouver avec quatre profils. Donc les quatre profils que vous avez en rouge dans le tableau. On a le premier profil donc constant. Donc ça veut dire que le profil constant, donc il a une insertion territoriale faible et une tendance personnelle plutôt prudente. Et on le définit de la manière suivante, donc plutôt frileux envers l'agriculture biologique, mais parfois économiquement contraint. Il n'est pas influencé par l'idéologie, pas forcément attiré par la rupture non plus. Et donc ce profil-là a tendance à venir à l'agriculture biologique via des incitations financières. Ensuite, si on se concentre sur l'insertion territoriale forte et la tendance personnelle prudente, on a le conciliant, donc lui qui est méfiant et regardant envers le monde agricole. En fait, il se fie beaucoup au regard du monde agricole et du territoire, et donc il accorde beaucoup de confiance aux différents prescripteurs, c'est-à-dire aux opérateurs économiques. Ensuite, dans les tendances personnelles, donc si on regarde plutôt ceux qui ont une fibre entreprenante et une insertion territoriale faible, on va avoir le réformateur. Donc le réformateur, il est assez attiré justement lui par l'idéologie. Il tient pas forcément compte du regard de la profession. Il cherche plutôt justement lui à aller se démarquer de la norme. Et c'est pour ça qu'il vient notamment à l'agriculture biologique, c'est pour se démarquer de la norme. Et enfin, ceux qui ont une insertion territoriale assez forte et une tendance personnelle également entreprenante, on va retrouver les meneurs. Donc eux, les meneurs, ils sont très attirés par l'innovation, par le côté management, par les techniques de pointe, le progrès. Euh, donc voilà, c'est les quatre profils en fait qui ont été mis en œuvre par l'outil, en fait, qui sont proposés par l'outil. Et c'est ces quatre profils-là qu'on va essayer de retrouver via notre analyse. Donc, comment est-ce qu'on évalue en fait les axes, à la fois l'insertion territoriale et la tendance personnelle? En fait, on va les évaluer à travers différents éléments donc, que j'ai listés ci-dessous. Donc, l'insertion territoriale, on va l'évaluer à travers la connaissance qu'a le producteur de son environnement, la nature et l'intensité de ses réseaux, son ancrage sur le territoire, à la fois de son entreprise et de sa personne, l'adhésion qu'il a et qu'il accorde aux valeurs locales, la légitimité professionnelle et enfin les types d'activités qui sont envisageables. Donc, par exemple, la diversification. Et concernant les tendances personnelles, donc elles, à quoi on va s'intéresser? On va s'intéresser à la perception de l'environnement, à la veille stratégique, au management, à la stratégie de l'exploitant, aux différentes attitudes qu'il peut adopter vis-à-vis du changement et vis-à-vis du risque, à l'objet de ses investissements et au but économique. Et en fait, tous ces éléments sont retranscrits dans une grille d'analyse, donc les tendances personnelles et l'insertion territoriale. Et en fait, ces grilles d'analyse, on a les différents éléments, il y a des hypothèses qui sont formulées,
il y a des indicateurs qui sont définis, et en partant de la grille d'analyse, on va construire un questionnaire. Donc là, je vous ai listé les conditions en fait d'application qui vont, qui vont influencer, donc soit de manière positive, donc c'est pour le petit plus, soit de manière négative, le petit moins, les différents profils. Voilà, par exemple, si on prend le profil constant, en termes de politique publique, lui, il va être sensible, il va s'approprier de manière positive les encouragements financiers, les démarches simples, les valeurs traditionnelles. Ça, c'est des politiques qui vont lui parler, qui vont l'intéresser. Par contre, les politiques qui vont être tournées avec un aspect environnement omniprésent et des actions vraiment autour des actions collectives, lui va plutôt avoir une réticence ou comment dire, ou ou une non-appropriation de la politique publique, quoi. Donc pour chaque profil, en fait, il y a il y a des conditions qui vont être soit appréciées de manière positive ou négative. Donc concernant le déroulement en fait de ce deuxième volet, donc là on est dans la phase préparatoire. Donc on a identifié donc bah voilà les différents partenaires dont vous faites partie. On organise la réunion de lancement aujourd'hui. On va prochainement rentrer donc dans une deuxième phase qui va consister à réaliser les enquêtes. Donc on va créer un échantillonnage en fait représentatif parce que cet outil-là, la méthode Opal, respecte les règles de la pertinence statistique. Donc c'est-à-dire que les résultats qu'on va obtenir, on va pouvoir les appréhender sur l'ensemble du territoire. Donc on a dénombré environ 500 sièges d'exploitation sur le territoire du PNR. Et donc on réalisera 60 entretiens semi-directifs directement auprès des producteurs, ce qui correspond environ à un indice de confiance de 88%, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc on fera ces 60 entretiens donc en présentiel donc enfin, voilà, directement avec l'exploitant pour justement casser un peu les postures collectives qu'on peut retrouver dans les différentes réunions et créer aussi un lien direct avec les producteurs. Ça c'est quand même quelque chose qui est ressorti dans les différentes études Opal qui ont déjà été réalisées. Il y a aussi cette intention d'aller à la rencontre de producteurs qu'on ne retrouve pas forcément, enfin voilà, qu'on ne voit pas forcément dans les réunions, et ça permet de créer un contact entre la collectivité et le producteur. Donc on réalise ces 60 entretiens, on restitue tout ça dans une grille d'analyse, donc c'est un gros tableur Excel, et ensuite on arrivera à la phase 3, donc qui va nous permettre de regarder quels sont les différents profils, en fait, quels sont les profils, par exemple, combien de pourcentage d'agriculteurs ont un profil constant, combien de pourcentage ont un profil meneur. Voilà, donc on va travailler sur ces profils et on va également mettre en avant des éléments clés qui sont ressortis durant nos entretiens, qui sont pas forcément liés au profil en fait, mais ça peut être voilà sur la production, sur des freins qui sont régulièrement mis en avant par les agriculteurs. Voilà, on va également faire des petits focus qui peuvent être pertinents dans l'optique de la phase 4, puisque cette phase 4, il y aura tout d'abord un travail de restitution. Donc, on essaiera d'être dans une logique très participative. On restituera aux différents agriculteurs du territoire les résultats des enquêtes et on les fera également réfléchir et travailler sur leurs besoins, sur leurs envies, sur leurs attentes vis-à-vis de la collectivité. Donc il y aura un travail de restitution avec les élus et les agriculteurs, et il y aura un autre atelier de restitution avec les différents partenaires. Et grâce à ces différents ateliers, ensuite on proposera différents scénarios en fonction justement des résultats des profils qu'on aura repérés grâce aux enquêtes. Donc là, je vous ai mis un petit calendrier prévisionnel de manière assez succincte. Donc là, l'idée, c'est de réaliser les enquêtes téléphoniques. Donc là, je reviens sur le volet 1, pardon, donc sur l'état des lieux de l'agriculture biologique. C'est de réaliser les enquêtes téléphoniques auprès des producteurs bio au mois de novembre.
Et on profitera aussi de la période hivernale pour remplir la grille d'analyse des territoires. Donc ça, c'est sur le volet 1. Et sur le volet 2, donc sur la méthode Opal, donc les 60 entretiens, donc on profite également de la période hivernale qui est plus facile quand même pour contacter les producteurs. Euh, on réalisera les entretiens voilà, jusqu'entre novembre, janvier, peut-être février. Enfin, voilà, on, on essaiera d'être dans un temps assez court et concis. On analysera les entretiens dès que les entretiens seront terminés. On fera un petit bilan intermédiaire avec le comité de suivi. Le comité de suivi, on en reparlera ultérieurement. Et du coup, les réunions de restitution seront plutôt au mois d'avril, avril-mai, en sachant que l'étude doit être terminée au plus tard pour le 30 juin. Voilà, c'est la date fixée par le PNR. Donc voilà, 30 juin, l'étude est terminée. Les différents livrables seront restitués. Donc là, je vous ai juste mis les différents territoires qui ont déjà réalisé l'étude ou qui vont prochainement la réaliser. Donc aujourd'hui, donc on est rendu déjà à une dizaine de territoires. Donc comme l'outil a été élaboré par le réseau bio de Nouvelle-Aquitaine, forcément c'est Excuse-moi, le plus d'études réalisées. Mais l'outil a été pris en main également par le réseau bio breton et par le réseau bio de Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dizaine de territoires et qu'on a également en fait une stagiaire qui a été embauchée récemment par Nouvelle-Aquitaine et qui a travaillé justement sur l'analyse de toutes ces études en fait pour voir justement voilà les points de vigilance, les points d'amélioration, les facteurs clés. Donc ça permet déjà d'avoir un premier recul sur ce qui marche et sur ce qu'on doit améliorer. Donc voilà. Voilà pour ce premier temps. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc sur les 60 entretiens, donc en fait moi j'ai été formé par le réseau bio de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est moi qui va mener les 60 entretiens. Et est-ce qu'on aura accès au questionnaire en amont? Alors en fait ça c'est un outil qui a été déposé, qui est breveté, donc en fait qui est confidentiel et qui du coup n'est pas accessible comment dire, n'est pas diffusable en fait en l'état. Mais sinon, voilà, le questionnaire, c'est une cinquantaine de questions sur, comment dire, qui touchent vraiment à la vie de l'exploitant, à sa stratégie, à ses objectifs. Et en fait, il n'y a qu'une seule question qui se rapporte au bio. Voilà, l'idée, c'est vraiment pas de faire un entretien sur la bio. En fait, l'outil voit vraiment plus loin. On essaie de voir en fait quels sont les facteurs qui vont être qui vont être pris en compte par l'exploitant lors de la mise en œuvre de telle ou telle action. Donc voilà. Donc non, le questionnaire ne sera pas diffusé, mais par contre les résultats seront tout à fait accessibles. Évidemment, il n'y aura aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors sur les retours qui ont été mis en place, euh, dans les autres territoires, en fait, les premiers éléments qu'on a, parce que du coup le stage vient de se terminer, donc voilà, le rapport est pas encore finalisé, mais les premiers retours qu'on a sur les autres territoires, c'est que cet outil-là a permis de construire vraiment un dialogue entre la collectivité et les producteurs du territoire. Et du coup, ça a légitimé la collectivité dans le travail et dans les politiques publiques qu'elle peut mener sur les thématiques agricoles et alimentaires. Voilà, il y a une prise en main vraiment de ces thématiques-là, et ce qui n'est pas forcément le cas du coup sur tous les territoires. Il y a eu plutôt un très bon retour des agriculteurs parce que le fait d'aller à la rencontre directement, c'est plutôt très apprécié. Voilà, parce que l'entretien, c'est de l'écoute, hein, c'est pas, on n'est pas, il y a aucune, comment dire, il y a aucune intention, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. On est juste là pour les écouter, pour discuter avec eux, voilà, pour connaître leurs besoins et leurs attentes. Et du coup, sur les choses concrètes qui ont été mises en place, je vous ai prévu quelques diapos euh, sur les résultats qui ont été observés sur le territoire
de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui a réalisé l'étude Opale en 2018 et qui a enquêté, elle, 76 producteurs. Et donc je vous ai mis les différents résultats. Donc on a retrouvé donc 15% donc on a 15% environ de profils réformateurs, 35% de conciliants, 38% de meneurs et 12% de constants. Ce qui était assez intéressant là, donc dans les différents scénarios qui ont été proposés aux élus, c'est qu'en fait les actions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, en fait, étaient jusqu'à présent, jusqu'en 2018, étaient vraiment axées, étaient vraiment destinées principalement aux réformateurs. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté du Grand Angoulême menait des politiques publiques, mais qui ne pouvaient viser que 15% en fait des agriculteurs potentiellement. Donc, ce qui au final est très peu. Donc, dans les scénarios qui ont été proposés aux élus, donc il y avait le scénario 1 qui consistait à renforcer les actions en direction du profil réformateur, et il y avait du coup les scénarios 2 et 3 qui étaient plutôt sur d'encourager la mutation des profils meneurs et conciliants, puisqu'en fait ils sont majoritaires, ils représentent plus de 70% en fait des producteurs. Donc il y avait vraiment cette volonté de travailler avec eux. Et parmi dans chaque scénario du coup, il y a eu toute une série d'actions qui ont été proposées aux élus. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc c'est non exhaustif, hein, mais ça permet peut-être aussi de voir en fonction des scénarios et du profil qui est visé, quel type d'actions peuvent être mises en place. Donc c'est voilà, c'est des exemples. Donc forcément sur les réformateurs, euh, comme ils sont plutôt dans une logique de se démarquer de la norme, il y avait toute cette autour de l'animation technique, il y avait cette volonté de proposer des actions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui visent notamment à présenter des méthodes alternatives, qui visent à valoriser des conséquences de l'agriculture sur le territoire, sur les ressources naturelles. Sur le volet filière, il y avait le soutien à l'émergence d'une légumerie bio. En termes de communication, ça se matérialisait par des revues, par la publication d'articles dans des revues alternatives en fait, tout simplement, des revues agricoles alternatives. Et pour les processus de concertation, il y avait cette volonté du coup de comment dire, de plutôt inviter des structures, des associations, de l'ESS en fait, de l'économie sociale solidaire, mais pas forcément le monde agricole classique. Donc là, c'est bien vis-à-vis du profil réformateur. Si après on va vers le profil meneur, donc là on était plutôt sur le volet technique, sur de l'animation de journée autour de l'innovation, autour du progrès, sur la valorisation de résultats économiques. On est également sur le volet filière, sur le côté création de structures collectives, création de filières bio innovantes qui sont pas encore forcément présentes sur le territoire. Et puis pour le processus de concertation, il fallait forcément la présence des opérateurs économiques et de partenaires techniques reconnus était également fortement conseillé auprès des élus. Et enfin, du coup, pour le profil plutôt conciliant, on avait l'organisation de journées agricoles de manière assez classique avec cette volonté d'avoir des dispositifs qui sont un peu clés en main. On accompagne vraiment on accompagne vraiment le producteur avec quand même un lien assez fort avec les différents organismes du territoire, les opérateurs économiques, mais également les centres de gestion, les banques, puisque ce profil-là, justement, est très, comment dire, est très regardant vis-à-vis des partenaires du territoire. Donc voilà, voilà justement pour répondre à la question sur les. Donc ça, c'était les exemples, les propositions qui ont été faites aux élus. Je ne sais pas ce qui a été décidé ultérieurement, mais voilà des exemples de scénarios qui avaient été proposés. Voilà pour la présentation de l'outil pour l'adaptation à l'agriculture locale. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Sinon, je vais redonner la main à Wesley. Voilà. Mais voilà, en tout cas, on aura encore plus d'éléments sur les retours d'expérience via la connaissance du rapport qui est fait grâce à la stagiaire de Bio Nouvelle-Aquitaine actuellement.
Bien, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil qu'on va mettre en place sur le territoire du parc? Alors, par rapport à l'échantillonnage des personnes à enquêter, donc ce sera un échantillonnage aléatoire. Donc en fait, on a la liste des agriculteurs qui ont leur siège d'exploitation sur le territoire du parc. Et on va, très concrètement, on va en prendre 1 sur 6 ou 1 sur 7 qu'on va contacter par la suite pour les rencontrer. Donc c'est vraiment un échantillonnage totalement aléatoire. L'idée, c'est vraiment d'être le plus représentatif possible de, des agriculteurs du territoire. Donc il y aura pas de, on va pas cibler une catégorie d'agriculteurs par rapport à une autre. Euh, enfin, voilà, même par type de production, c'est vraiment la personne donc François qui va se rendre sur les sites d'exploitation pour faire les entretiens, euh, ne connaîtra pas d'ailleurs l'exploitation qu'il va auditionner. C'est vraiment du aléatoire total. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de les poser. Euh, Si vous souhaitez qu'on revienne peut-être sur certains points, n'hésitez pas. Alors par rapport effectivement aux acteurs économiques, euh, ils seront contactés dans le cadre certainement de la grille d'analyse des territoires, étant donné que ce sont des acteurs de toute façon incontournables pour le développement de l'agriculture biologique. Mais ils ne seront pas interviewés dans le cadre des entretiens psychosociologiques. Ces entretiens-là sont vraiment destinés aux, aux agriculteurs, aux producteurs. Alors, par rapport à la mise en place d'un comité de suivi, donc justement, c'est parfait. Ce qu'on vous propose ce matin et aux structures qui le souhaitent, donc ce sera proposé également à ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, c'est tout simplement d'intégrer un comité de suivi de l'étude qu'on souhaiterait mettre en place avec ceux qui le souhaitent, qu'elles soient collectivités, acteurs économiques, euh, acteurs des filières ou accompagnants techniques. C'est vraiment d'essayer d'être le plus large possible, sachant que ce comité de suivi donc, aurait deux grands objectifs. Donc de suivre l'avancée de l'étude, forcément, de façon un peu plus précise que peuvent l'être les partenaires qui ne font pas partie du comité de suivi. Donc ça implique probablement deux réunions, un point d'étape intermédiaire au courant de l'hiver, et puis la présence à la restitution finale, donc qui aura lieu au printemps. Et donc l'idée de ce comité de suivi, ce sera d'apporter un avis technique sur les scénarios là qui seront proposés en fin d'étude, que François vous a présenté, pardon, vous a présenté un exemple, et puis un avis sur le plan d'action qui sera co-construit donc avec les partenaires qui seront présents. Et ce plan d'action, donc bien entendu, l'objectif c'est de le mettre en œuvre par la suite avec des actions concrètes auprès des agriculteurs, auprès des acteurs de la filière. Donc vraiment tout le monde est bienvenu dans ce comité de suivi. Euh, Et puis donc ce comité ce seront les partenaires après qui auront des relations privilégiées pour la mise en œuvre bien sûr du plan d'action qui sera porté dans l'idéal par tous. Voilà, donc ce que je vous propose là par la suite, c'est de reprendre contact avec vous via un mail collectif, donc pour
faire un petit compte rendu de ce webinaire euh, et de vous poser la question finalement de savoir si vous souhaitez rentrer ou non dans le comité de suivi euh, pour qu'on le formalise un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette étude? Est-ce que ça a été assez clair? Est-ce que vous souhaitez des compléments sur d'un point de vue technique par rapport à l'étude, d'un point de vue gouvernance ou autre? Alors, bien sûr, vous pourrez de toute façon nous envoyer des questions par la suite, si jamais vous souhaitez avoir des compléments d'information, des renseignements complémentaires, etc. Alors, du coup, oui, effectivement, le parc est associé à. On a essayé d'être très large dans l'invitation des acteurs. Donc, l'ensemble des EPCI qui constituent le parc ont été invités, les départements, la région, et les acteurs économiques également. Donc, la Chambre d'agriculture est présente là ce matin. Le réseau des CIVAM, littoral normand, et il y a certains opérateurs économiques comme Danone notamment. Alors là, je les ai pas tous du coup. Les animateurs et animatrices des démarches captage sont également associés. Alors les AMAP n'ont pas été contactés directement. C'est vrai qu'on aurait pu les associer aussi. On leur enverra de toute façon les informations par la suite et ils seront également certainement interviewés dans le cadre de la grille d'analyse des territoires. Ils feront partie des acteurs consultés. Alors le lien avec les élus, du coup, on a un élu référent, donc Claude Taleb, qui porte le projet et qui va le suivre. Euh, donc on va envoyer un courrier un peu officiel à l'ensemble des partenaires, notamment du comité de suivi, euh, pour leur présenter la démarche et demander aux élus s'ils souhaitent s'inscrire de façon un peu plus précise dans le projet. Et ils seront de toute façon invités lors des réunions de restitution à la fin de l'étude. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à en parler à vos référents ou élus des collectivités ou administrateurs. N'hésitez pas à faire passer l'information, que tout le monde soit au courant, bien sûr. Plus il y aura de portage par les responsables des structures, mieux ce sera, bien entendu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut éventuellement conclure le webinaire maintenant. Du coup, merci déjà d'avoir répondu présent. Vous recevrez là un mail prochainement euh, avec le compte rendu, avec le lien vers le webinaire pour rediffusion. La présentation vous sera transmise également en PDF, oui, pas de souci. Et puis, euh, et puis donc on vous posera la question de savoir si vous souhaitez
faire partie du comité de suivi et ce que ça implique. Voilà, donc vous avez ici mon contact et celui de François Paillard. Si jamais il y a des questions, surtout, faut pas hésiter. Et puis, alors je sais pas si tout le monde s'est présenté dans le chat, histoire que qu'on sache qui était présent à cette réunion, ce serait super. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est présenté. C'est parfait. Et si tout le monde peut le faire, ce serait vraiment génial. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, si tout a été clair, je vous propose de clore ce webinaire, donc qui a été assez rapide finalement, mais tant mieux. C'est que tout a été clair. Euh, merci à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous souhaitez d'autres renseignements, on est là pour y répondre. Bonne journée à tous et puis j'espère à très bientôt alors.